Bonjour et bienvenue à toutes les participants, à tous les participants et à toutes les participantes. Alors, bienvenue au webinaire En Estrie, la population rôle électrique, où en fait un expert de l'AVEC, donc l'Association des véhicules électriques du Québec, pourra démystifier certains mythes entourant les véhicules électriques et où trois panélistes, donc électromobilistes, des gens de l'Estrie qui possèdent actuellement des véhicules électriques, pourront vous partager également leur expérience. Alors, je me présente, je vais être votre animatrice pour ce midi, en fait, pour la durée du webinaire. Donc, mon nom est Marie-Josée, je travaille au Conseil régional de l'environnement de l'Estrie et je suis chargée de projet, notamment au niveau du déploiement des activités de la campagne Roulons électrique que je vais vous présenter plus tard. Donc, je vais vous présenter, en fait, très brièvement les partenaires qui ont permis la mise en place de ce webinaire. Alors, le webinaire est organisé par le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie en partenariat avec la MRC du Val-Saint-François et l'Association des véhicules électriques du Québec dans le cadre de la campagne Roulons électrique, qui est une campagne qui est lancée par Équiterre, soutenue financièrement par Transition énergétique Québec, donc le gouvernement du Québec. Alors, je vais me répéter dans quelques minutes là, au niveau des partenaires pour laisser autant le temps aux gens qui n'ont pas encore pu se connecter au webinaire de bien comprendre qui sont les partenaires. Je vais vous présenter brièvement le plan de la séance. Donc, en attendant toujours que les gens se connectent. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter la campagne Roulant électrique. Je vais vous présenter également nos trois partenaires, encore une fois. Puis, je vais vous annoncer, je vais vous présenter les panélistes et s'en suivra un panel de discussion justement sur les mythes entourant les véhicules électriques où je vais inviter Stéphane Péloquin, qui est notre expert de l'AVEC, à déconstruire en fait certains mythes en nous donnant certains faits, certaines statistiques. Puis, je passerai la balle à nos trois panélistes qui ont des véhicules électriques en ce moment et qui les conduisent depuis quelques mois ou quelques années, qui pourront en fait vous partager leur expérience. Suite à cela, je vais vous inviter, en fait, tous les participants et les participantes à poser vos questions, soit dans la barre de chat ou dans la barre de questions et réponses. Donc, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre pour poser vos questions tout au long de la présentation. Puis moi, je vais essayer là, de les synthétiser et de les poser à nos panélistes à la fin. Finalement, restez avec nous jusqu'à la fin du webinaire quand je vais vous présenter un concours et certaines ressources qui sont disponibles pour vous aider en fait à faire la transition là, vers les véhicules électriques. Alors, la campagne Roulant électrique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une campagne de promotion et d'éducation aux véhicules électriques. Elle est coordonnée, comme je le disais tout à l'heure, par Équiterre avec le soutien financier de Transition énergétique Québec. Puis, elle est appuyée par divers acteurs de l'électrification, dont notamment l'AVEC, qui est l'Association des véhicules électriques du Québec. Alors, cette campagne-là vise en fait à faire la promotion et l'éducation des véhicules au niveau des véhicules électriques dans le but d'atteindre les objectifs que le gouvernement du Québec s'était donné, d'atteindre 100 000 véhicules électriques sur la route d'ici la fin de 2020. Je ne sais pas si on va réussir à l'atteindre. En date du 31 octobre 2020, on avait recensé 87 243 véhicules électriques. Donc, on est tout près. Est-ce qu'on va l'atteindre? La question restera en suspens. Alors, grosso modo, c'est à ça qu'elle sert, la campagne Roulant électrique. Puis c'est pour ça, nous aussi, que les conseils régionaux de l'environnement, dans les différentes régions, on est là pour déployer certaines de ces activités, des activités liées à la campagne, pour pouvoir justement démocratiser un peu la voiture électrique, puis aider les gens à comprendre quels sont les avantages et démystifier le vrai du faux par rapport à ça. Donc, à nouveau, je vous présente les partenaires qui ont permis la réalisation de ce webinaire. Tout d'abord, le webinaire est organisé par le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, dont je fais partie comme employée chargée de projet, mais également est rendu possible grâce à notre partenaire de diffusion, qui est la MRC du Val-Saint-François, qui a accepté de donner ce webinaire en partenariat avec nous, et l'AVEC également, donc l'Association des véhicules électriques du Québec. Donc,
grosso modo, qu'est-ce que le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie? Peut-être que certains d'entre vous avaient entendu Jacinthe Caron, notre directrice, parler dans les médias dans les dernières semaines. On est souvent interpellés pour parler des sujets liés à l'environnement. Pourquoi, en fait? C'est parce que nous, notre mission en tant que Conseil régional de l'environnement, c'est de protéger et améliorer l'état de l'environnement pour assurer la qualité de vie en Estrie. Donc, on fait différents types de projets, on fait différents types d'approches. Mais au final, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on propose des solutions qui sont concertées, des conseils avisés auprès de la population et des décideurs. Donc, on travaille autant avec les groupes citoyens qu'avec les MRC, les municipalités, les entreprises également, d'autres organisations à but non lucratif comme nous. Alors, c'est vraiment varié. On travaille sur des principales thématiques et orientations. Entre autres la lutte et l'adaptation au changement climatique, l'aménagement du territoire et la mobilité, ce pourquoi d'ailleurs on parle de transport aujourd'hui, la gestion des matières résiduelles, la protection des milieux humides. Donc, on a une foule d'orientations et de thématiques que l'on traite au Conseil régional de l'environnement de l'Estrie et l'électrification des transports là, en fait partie. Maintenant, je passerai la balle en fait à M. Luc Caillé, qui est maire de Stoke et préfet de la MRC du Val-Saint-François, pour qu'il puisse vous dire un petit mot. M. Caillé, la parole est à vous. Bonjour à tous, mon nom est Luc Caillé, je suis préfet de la MRC du Val-Saint-François et maire de la municipalité de Stoke. Nous sommes très heureux de collaborer à l'organisation de ce webinaire. En effet, la campagne Roulons électrique s'inscrit dans la vision de la MRC qui considère l'environnement comme une des priorités d'action pour les années à venir. Nous souhaitons encourager nos citoyens à faire des choix plus verts et une des façons de le faire, c'est de s'engager dans le virage électrique en ce qui concerne leurs véhicules. Je sais que plusieurs mythes et questions circulent au sujet de ce type de véhicule, mais je crois que le présent webinaire vous aidera à distinguer le vrai du faux. Personnellement, j'ai acheté une voiture électrique cette année, une Kona, et je suis enchanté d'avoir fait ce choix. Je l'apprécie d'autant plus qu'il m'a fallu attendre un bon 9 mois avant qu'elle se joigne à ma famille. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Merci. Merci beaucoup, M. Caillé. Donc, vous avez vu, j'avais mis la photo également de votre véhicule pour que les gens puissent l'admirer. Maintenant, j'inviterai Stéphane Péloquin, qui est directeur régional de l'Association des véhicules électriques du Québec pour l'Estrie, à vous dire un petit mot. Bonjour, comme Marie-Josée vient de dire, Stéphane Péloquin, directeur régional de la région Estrie pour l'AVEC. Premièrement, moi, je suis un électromobiliste depuis 2013. À la maison, on a 3 autos électriques. Tout le monde roule électrique, même les ados. Donc, ça fait longtemps là, que je roule électrique. Impliqué dans l'AVEC depuis 2014, directeur régional depuis 2019. Et puis, dans le fond, l'AVEC, comme vous voyez à l'écran, la mission de l'AVEC, c'est soutenir l'électromobilité sur toutes ses formes. Puis, le but, c'est surtout de donner de l'information neutre, là, objective aux consommateurs. On n'est pas là pour dire telle auto est meilleure que l'autre, mais vraiment sensibiliser les gens. C'est quoi rouler électrique? C'est quoi vivre avec une auto électrique? L'AVEC organise plusieurs sessions d'essais routiers. Là, fait que c'est une grosse association, 10 000 membres, à peu près 800 bénévoles, le site Internet, beaucoup d'informations. Là, je vous invite vraiment à visiter le site Internet régulièrement. Beaucoup de nouvelles, beaucoup d'informations, des statistiques, des conférences qui sont publiées là. Donc, on est là pour vous représenter aussi là, les électromobilistes auprès des gouvernements et des instances là, qui peuvent, des décideurs. Merci beaucoup, Stéphane. Alors maintenant, je vais vous présenter nos 3 panélistes, en fait 4 panélistes, mais 3 groupes de panélistes qui seront avec nous aujourd'hui. Donc, tout d'abord, on a Marie-Ève Chapdelaine, qui est conseillère en développement durable chez Cascade et elle est mère de 3 enfants. On aura également avec nous Michel Landry et Lou Paris, qui sont 2 amateurs de plein air et de voyage. Et finalement, Jean-François Laplante, qui est consultant en informatique et propriétaire d'une érablière. Donc, j'en dis pas plus là, sur leur histoire quand je vais les laisser en fait se présenter et présenter aussi leur véhicule électrique.
Alors, en quelques minutes, Marie-Ève, est-ce que tu veux nous présenter un petit peu ton expérience et pourquoi en fait tu as décidé de faire le virage électrique? Quelle voiture tu as choisie et comment ça se passe? Quelle est ton appréciation? Le véhicule, là, on l'a choisi. En fait, il est arrivé deux événements parallèles qui ont fait en sorte qu'on s'est tourné vers l'électrification des transports. D'un premier temps, ben, j'ai fait partie de ce groupe de gens qui ont eu le Dieselgate. Donc, on avait une voiture qui a été touchée par le Dieselgate. Donc, on était déjà en transition, en discussion avec Volkswagen pour voir qu'est-ce qu'on faisait avec notre véhicule. Est-ce que on le réparait. Donc, ben, pour nous, ça a été une belle opportunité de faire une transition. C'est-à-dire, on laisse un véhicule polluant, plus en plus. Puis, on a décidé vraiment de faire une transition vers un véhicule électrique. Puis là, ben, comme il y avait une facilité avec la compensation financière qui était offerte à cause du scandale, on a décidé de se retourner vers une Volkswagen. On a choisi la e-Golf. Fait que ça a été notre première décision dans l'arbre de décision. On a dit, bon, ben, on reste avec Volkswagen. Bon, la raison étant, on a choisi ce véhicule-là. On l'a choisi de couleur verte. On s'est dit, bon, tant qu'à, on va choisir quelque chose qui a une petite connotation environnementale. Et puis, en même temps, ben, je fais partie d'un groupe d'employés chez Cascade. On a imaginé un programme d'électrification des transports et on a lancé un programme d'électrification des transports à la fin de 2017. Donc, j'ai reçu mon véhicule pas longtemps après. On a lancé le programme. Je voulais vraiment aussi le vivre, ce programme-là, parce qu'on voulait, nous, inciter les employés à rouler électrique chez Cascade. Donc, on a lancé une vaste installation de bornes de recharge. On a installé plus que 100 bornes de recharge dans nos différents sites au Québec, en Ontario. Puis, on a lancé aussi une aide financière aux employés. Puis, en même temps, ben, le fait de rouler électrique, ça me permettait de pouvoir répondre à des questions. Fait que je me suis retrouvée, malgré moi, à répondre à beaucoup de questions de nos employés. Bon, par rapport au choix de véhicule, par rapport à l'autonomie. Dans le fond, eux aussi voulaient comprendre un peu le cheminement que nous, on avait eu comme famille de choisir de se tourner vers l'électrification des transports. Puis, j'ai voulu préciser aussi que, bon, je fais un travail dans la vie, mais je suis aussi une maman, j'ai 3 enfants et je devais asseoir 3 enfants dans la banquette arrière. Donc, ça a été aussi une décision de, OK, est-ce que tous les véhicules peuvent répondre à ce besoin-là? Et j'avais un petit qui devait avoir un booster, là, un petit siège d'appoint. Donc, on est allé magasiner les véhicules avec les 3 enfants pour s'assurer que tout le monde était confortable en arrière parce que, bon, ça reste un petit véhicule, puis c'est notre véhicule principal. Donc, c'est un véhicule pour 5 personnes. C'est petit, une e-Golf. Puis on s'entend que, bon, on a 2 garçons, les 2 jouent au hockey. Il fallait que les poches de hockey entrent. Il fallait qu'on soit capable aussi, avec l'autonomie, de se rendre aux différentes arénas qui nous étaient imposées dans le parcours de sport de nos enfants. Puis, ben, c'est beau parce que les arénas sont pas mal toutes équipées de bornes de recharge, de toute façon. Fait que ça va super bien de ce côté-là. Fait que dans le fond, il fallait vraiment s'assurer d'un côté, le niveau espace, ça convenait, puis après ça, le niveau autonomie, si ça convenait. Puis bon, avec l'histoire de Volkswagen, comme je disais, ben, on s'est tourné vers la e-Golf, puis honnêtement, on est super satisfait, là, vraiment. Là, j'adore ce véhicule-là. Il y a le petit hic on reste en région, dans un quartier vraiment pas plat. Je pourrais dire très côteux. Notre quartier est très, très côteux. C'est pas un véhicule, c'est pas un 4 pattes, comme on dirait. Ça m'arrive de ne pas être capable de monter chez moi, mais ça m'arrive aussi avec mon deuxième véhicule qu'on n'utilise vraiment pas souvent, le véhicule à essence. Ça arrive aussi. Donc, je mets ça vraiment pas sur le dos de ça, c'est un véhicule électrique. C'est juste parce que je suis dans un quartier assez pas pire en termes de relief. Donc, pour vrai, honnêtement, nous, là, on est vraiment satisfait. On ne retournerait tellement pas en arrière. Puis, c'est ça, c'est notre véhicule principal. On a un deuxième véhicule parce qu'à cause des déplacements professionnels, on n'avait pas le choix. Là. On s'est questionné beaucoup si on avait vraiment besoin de 2 véhicules. Oui, on a besoin de 2 véhicules. L'autre, c'est aussi une Volkswagen, mais Golf, mais la Sportwagen, là, un petit peu plus grande pour convenir à différents autres besoins. Mais elle reste stationnée souvent. On s'ostine de savoir qui va prendre la e-Golf le matin quand on va travailler. Donc, pour l'instant, très super satisfait. Merci beaucoup, Marie-Ève. Donc, le véhicule principal est un véhicule électrique, mais ils ont également un véhicule à essence pour d'autres usages.
Maintenant, j'inviterai Michel et Lou, en fait, à nous exposer brièvement leur expérience. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de prendre une voiture électrique? Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Et quel usage vous en faites? Oui, bien, bonjour, je m'appelle Lou, je suis avec Michel, mon copain. On travaille les deux pour un organisme de bienfaisance en environnement. Donc, déjà là, c'était vraiment dans nos valeurs d'aller vers un véhicule électrique, mais on voulait, bon, au niveau financier, on n'est pas riche, on peut se le dire. Fait qu'on a acheté au début une Spark électrique 2014. Ça nous a coûté 11 000, tout inclus avec les taxes, la totale. Je ne suis pas gênée de dire les chiffres. Fait qu'on on a eu ça au début. Puis ensuite, on est déménagé, puis on voyageait Sherbrooke-Granby. Et malheureusement, c'était limite comme trajet. Puis, on était complètement conquis par l'électrique, donc on s'est dirigé vers la Bolt électrique noire 2017, donc acheté usagé encore une fois, qui était également très abordable dans notre budget. Donc, on n'a pas eu besoin de s'endetter pour se l'acheter. Et là, on est complètement en amour avec cette voiture-là. On fait énormément de plein air, particulièrement Michel, qui est vraiment un adepte de ski, de vélo de montagne. Donc, il en fait de la route et il en met du stock dedans. Il fait aussi de l'escalade. Puis, ils ont une covoiture dès que c'est sécuritaire de le faire. Donc, c'est vraiment un véhicule qui est surprenant parce qu'à l'œil, il n'a pas l'air si grand, mais crime qu'on met du stock, même quand on est allé sur la Côte-Nord ensemble cet été. Puis, on a dormi dans la Bolt. Si vous avez visionné on a les photos. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, Michel a patenté une plateforme en bois, mais je pense qu'il s'en vend, si je ne me trompe pas. Il existe des structures qui se vendent, mais c'est encore artisanal. OK, mais c'est ça. Il a fait un très bon travail. On a fait notre voyage sur la Côte-Nord jusqu'à Havre-Saint-Pierre. Puis, ce qui était plaisant, c'est qu'on s'arrêtait pas parce qu'on avait besoin de se recharger, mais parce qu'on va visiter Baie-Saint-Paul. Puis, tant qu'à être là, on va charger le véhicule. Puis, on visitait. Donc, on n'a pas eu de moment vraiment à poireauter à côté du véhicule à attendre qu'il charge. Le réseau d'électrification est vraiment bien fait. Donc, on est vendu. Vous voyez qu'on simule qu'on dort sur cette photo-là avec nos petits pitotes. Mais c'est vraiment impressionnant comme véhicule. Même Michel avait un véhicule à essence à la base qui a été notre deuxième véhicule pour la transition, mais on regarde déjà pour le vendre tellement la Bolt a suffi à nos besoins. On est obligé de se forcer à faire rouler l'autre véhicule pour pas qu'il voie sur place. C'est bon, je vais faire l'épicerie avec la voiture à essence juste pour ce moment-ci. Puis nous, on ne chicane pas pour qui prend quelle voiture, vu qu'on a la règle du plus long trajet prend la voiture électrique. Super, merci beaucoup. Maintenant, je demanderai à Jean-François, en fait, même chose, de m'expliquer un peu quel véhicule tu as choisi, pourquoi et quel est le contexte d'utilisation de cette voiture. OK. Donc, moi, mon nom, c'est Jean-François. Je suis aussi partenaire avec Stéphane au niveau de l'AVEC. Je suis directeur adjoint pour l'Estrie. Et moi, je suis électromobiliste depuis 2016. Le véhicule que j'ai actuellement, comme vous pouvez le voir sur la photo, c'est un Tesla Model X. Et en fait, j'ai remplacé deux véhicules qui consommaient de l'essence par un seul véhicule électrique. J'ai fait une pierre deux coups. Par contre, ce véhicule-là coûte un peu plus cher. J'ai justifié l'achat justement en remplaçant ces deux véhicules-là. Donc, moi, je suis consultant en technologie de l'information et je suis aussi acériculteur. Et je m'en sers pour mes deux entreprises. Alors, comme consultant, je fais des longs voyages sur la Côte-Nord, 4 à 6 fois par année. Donc, on parle de 2500 km chaque voyage approximativement. Je fais ça aisément, hiver comme été. Et au niveau de la sériculture, c'est mon véhicule qui remplace ma camionnette, qui remplace mon pick-up que je n'ai pas racheté. Je devais en racheter un, mais je ne l'ai pas racheté. Alors, tout simplement, comme on l'a vu sur la photo précédente, je transporte mes barils de sirop d'érable pour aller les livrer à mon acheteur, mon équipement, comme on l'a vu sur l'autre photo précédente, l'évaporateur, les différentes remorques quand j'ai des équipements à les chercher. Alors, je me sers de ce véhicule-là et on va pouvoir en parler tout à l'heure au niveau du remorquage, mais ça comble tous mes besoins. Puis, évidemment, ma conjointe aussi conduit une voiture électrique. Ni un ni l'autre, on retournera en arrière. Super, merci beaucoup Jean-François. Et donc, on va commencer maintenant avec une série de questions, en fait, ou de mythes qu'on me pose souvent, et on pose souvent, en fait, à l'ensemble des gens qui ont des véhicules électriques, surtout en Estrie. Donc, on a 6 mythes qu'on a choisis pour vous aujourd'hui.
Et je vous inviterai là, tout au long du webinaire, en fait, à m'écrire vos questions, soit dans le chat ou dans la barre de questions-réponses. Si jamais vous avez des questions en lien avec ce que les panélistes vous exposent ou vous partagent, ou si vous avez d'autres questions qui vous viennent en tête, attendez pas à la toute fin pour les écrire. N'hésitez pas à l'écrire tout de suite. Je ne le mentionnerai pas nécessairement là, au fil du temps aux panélistes, mais dès qu'on passera à la période des questions à la toute fin, je pourrai déjà là, avoir vos questions en tête et leur poser. Alors, notre premier mythe, notre premier questionnement, c'est qu'en Estrie, il y a beaucoup de chemins de campagne, des reliefs vallonnés, puis à cause de nos conditions hivernales, plusieurs personnes croient qu'une voiture électrique, ça ne tient pas assez la route, donc ce n'est pas sécuritaire, qu'il faut absolument avoir un quatre pattes, si on veut, là, pour être capable de bien circuler dans nos routes campagnardes, en hiver surtout. Alors, on voulait savoir, est-ce que c'est vrai ou est-ce que les véhicules électriques, en fait, peuvent répondre à ce besoin-là? Alors, j'envoie la balle à Stéphane qui nous ouvrira cette belle discussion. Oui, le véhicule électrique là, va répondre à tous les besoins au même titre que n'importe quel véhicule à essence. Maintenant, dans le choix de véhicule électrique, si quelqu'un a besoin d'un intégral, d'un 4 roues motrices, ça existe. Malgré que la majorité sont encore traction avant. Par contre, moi, je dis tout le temps aux gens, la difficulté, ce n'est pas d'avancer, mais d'arrêter. Que vous ayez un 4 roues motrices ou un 2 roues motrices, vous avez quand même juste 4 pneus là, qui touchent à terre. Donc, c'est ça qui est important selon moi. L'auto électrique, très, très bonne tenue de route. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'auto électrique? Centre de gravité très, très bas à cause de la batterie qui est dans le plancher. Vous avez des véhicules qui sont lourds, donc qui donnent généralement beaucoup plus d'adhérence que n'importe quel équivalent à essence. Vous avez un meilleur contrôle sur la traction aussi parce que tout le monde connaît des petits outils électriques. Un moteur électrique, vous êtes capable de générer uniquement la rotation que vous voulez sur les roues, tandis que le véhicule à essence, on a besoin de le monter en régime du moteur pour que la transmission fonctionne. Quand ça l'envoie la puissance aux roues, ça se met à patiner. L'auto électrique, vous avez une précision là, accrue là, sur tout ce volet-là. Puis pour vous dire comment c'est sécuritaire, comme je disais tantôt, mon expérience personnelle, tout le monde roule électrique chez nous. Mes enfants, à 17-18 ans, ils ont roulé électrique parce que je sais que c'est aussi sécuritaire que n'importe quel autre. Les contrôles de stabilité sont incroyablement précis. Justement, c'est plus facile de contrôler un moteur électrique que contrôler un moteur à essence. Ça se fait avec contrôler la puissance qui va directement. Et puis, ma conjointe travaille sur la route, peut faire facilement 250-300 km sur les routes de campagne dans la région de Quaticook, qui est infirmière à domicile. Et puis, elle fait ça, puis elle revient à la maison tous les soirs. Donc, il n'y a aucune condition qui l'arrête. Il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. Mais je vais laisser nos panélistes là, parler de leur expérience personnelle là-dedans. Parfait, merci beaucoup. Est-ce que, Michel, tu veux nous partager une expérience, vu que tu fais beaucoup de ski? Est-ce que tu as eu des problèmes à ce niveau-là? Je vais rester en Estrie parce qu'on en fait effectivement partout depuis 2 hivers maintenant, là, puis ça n'a jamais été un frein. Même, je dirais, on s'est dépris de plusieurs situations que des voitures à essence ne passaient pas. Là. Donc, dans le même ordre d'idée, c'est des véhicules qui sont tous bien équipés avec généralement les bonnes technologies pour que ça fonctionne, mais c'est aussi plus lourd. Donc, ça tient vraiment bien la route. Puis des exemples faciles, c'est déjà cette année, ça fait 2 fois qu'on est dans les tempêtes de neige. Hein. Il y a 1 mois et demi, Mégantic a été surpris par une bordée, puis on était dans cette bordée-là. Donc, tout le monde sur des pneus d'été, puis malgré tout, la voiture électrique, là, aucun enjeu. Ça passe très, très bien. On a vu des beaux gros pick-up 4x4 dans les fossés, puis pas nous. Donc, ça nous rassurait déjà beaucoup. La semaine dernière, même ordre d'idée, on est allé dans le coin de Chartierville, beaucoup de montagnes, beaucoup de vallons, aucun enjeu. Ça se passe très, très bien. Sortir d'un stationnement enneigé, là, c'est une belle partie de plaisir. Ça se fait très, très bien. Donc, c'est un mythe, bien sûr. Super, merci. Puis Jean-François, toi qui vas sur la Côte-Nord plusieurs fois par année, est-ce que tu as eu des problèmes à ce niveau-là, des grandes rafales, des routes mal déneigées? As-tu eu un défi à ce niveau-là? Je t'inviterai à ouvrir ton micro. Effectivement, je voyage été comme hiver sur la Côte-Nord. Je fais de la route des longs voyages. La fameuse route 138, c'est une route qui est connue pour être facile à bloquer. C'est le seul chemin d'accès de la Côte-Nord.
Et puis, à date, il n'y a jamais rien qui m'a arrêté de passer. Et c'est sûr que mon véhicule est traction intégrale. Je n'avais pas le choix. Mais c'est surtout le fait que le centre de gravité est bas, que le véhicule est pesant qui aide à la tenue de route puis à la traction. Alors, moi, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Puis, en habitant à Sherbrooke, bien évidemment, c'est une ville qui est très côteuse. C'est fréquent quand l'hiver, on suit quelqu'un qui est en train de monter une côte, qui lui n'est pas capable, il s'arrête sur le côté, puis on doit s'arrêter. Ben, j'ai tout le temps réussi à repartir après m'être arrêté derrière quelqu'un comme ça. Mais j'ai rien à dire. Super. Merci beaucoup. On va passer tout de suite au deuxième mythe, puisqu'en fait, Marie-Ève avait déjà un peu répondu à cette question-là au tout début dans sa présentation, comme quoi elle a parfois des petits problèmes pour monter des pentes très abruptes, mais elle a aussi ce même problème avec son véhicule à essence. Alors, Puis, je circule majoritairement dans des routes de campagne. Je travaille à Kings et Falls. On demeure à Richmond. On se promène beaucoup, beaucoup dans la région. On avait un pied à terre à Saint-Denis-de-Brompton à un moment donné. Donc, on est toujours sur des routes de campagne, puis on n'a jamais eu de problème. Même que, petite anecdote, on a frappé un chevreuil sur la route 222 Saint-Denis-de-Brompton. Puis, je mets ça sur le dos que la voiture est plus lourde. On n'a rien eu. Le véhicule n'a rien eu. Je m'étais dit, oh non, on vient de tout scraper notre nouvelle e-Golf. Mais non, j'ai bien l'impression que parce que le véhicule est plus lourd aussi, nous a permis d'avoir peut-être une meilleure réactivité. En tout cas, nous, on n'a rien à dire. Moi aussi, j'endosse. C'est un mythe non fondé. Super. Même avec une petite e-Golf. Mm-hmm. Deuxième mythe, plusieurs disent qu'en Estrie, en fait, une bonne partie de la population aime faire des activités de plein air, des longs voyages, et ils disent finalement que les voitures électriques n'ont pas assez une grande autonomie pour ça. Ils ont toujours peur de tomber en panne d'électricité. Alors ça, est-ce que c'est vrai ou est-ce que l'autonomie des voitures, maintenant, elle est devenue assez élevée pour permettre justement des longs voyages puis d'aller jouer là, en nature comme les Estriens aiment tant le faire? Stéphane, est-ce que je t'envoie la balle? Oui, c'est ça. En réalité, ce mythe-là, c'est un mythe qui date un peu des premières générations. Hein. On s'entend quand l'électrification a commencé, on avait majoritairement parlant, les autos électriques, 100% électriques, avaient 150, 160 km d'autonomie et même un peu moins là, dans le cas de la Spark, dans la première génération de Leaf. Et le réseau de bornes n'était pas développé. Hein? Fait que ça, c'était les faits à l'époque. Maintenant, 2020, c'est plus vrai du tout, du tout. Là. Le réseau de bornes est très, très bien développé pour aller où vous voulez aller au Québec. Là, vous êtes capable en auto électrique. Vous avez des autos là, à 400, 425 km d'autonomie là, en été, un peu moins en hiver parce qu'on consomme plus, comme n'importe quel véhicule. Il n'y a aucun problème là, d'aller nulle part au Québec en auto électrique là, avec les véhicules de deuxième génération, puis les nouveaux troisième génération qui vont s'en venir bientôt. Là, c'est pas, on ne peut pas dire que c'est un mythe. Là, c'est plus vrai. C'est un vieux mythe qui reste, mais c'est plus vrai aujourd'hui. Puis même quelqu'un aujourd'hui qui achète un véhicule de première génération, avec le réseau de bornes de recharge, peut aller loin. Moi, j'avais un véhicule de première génération avant, puis je faisais 350 km par jour dans le cadre de mon travail. 2 recharges dans ma journée, 2 petites recharges de 20 minutes, puis je revenais à la maison le soir. Donc, c'est vraiment un mythe là, qui tient plus la route. Merci beaucoup. Jean-François, toi, comme tu fais justement des longs voyages jusqu'à la Côte-Nord, c'est quoi ta stratégie? Puis, quelle est l'autonomie de ton véhicule? Encore une fois, je vais te demander d'ouvrir ton micro. Désolé. Donc, oui, c'est ça, j'ai un Model X, mais avec la petite batterie dans le temps que ça se faisait. Donc, j'ai une autonomie actuellement d'environ 360 km. Puis, ce que ça fait, c'est que ça demande un peu de gestion quand tu veux faire 1000 km, mais c'est vraiment pas un problème parce qu'on peut souvent combiner les recharges avec un repas ou quelque chose d'autre. Donc, ce n'est pas vraiment un problème. Parfois, je donne un exemple, je veux m'en aller à Sept-Îles. Si je passe par la rive sud, bien, je vais arrêter à peu près 20 minutes à Québec, recharger, 15 minutes. Je vais arrêter à Rivière-du-Loup, 15-20 minutes recharger. Puis après ça, je vais coucher à Matane pour prendre le bateau. Mon véhicule va se recharger à l'hôtel sans que j'ai besoin de perdre de temps. Le lendemain matin, je prends le bateau pour traverser le fameux effort grossier qui fait souvent les manchettes, malheureusement.
D'ailleurs, il est tombé en panne 2 jours après que je l'ai pris la dernière fois, il y a 2 semaines. Finalement, je traverse avec le bateau et je m'en vais à cette île sans avoir besoin de recharger. Donc, en bout de ligne, c'est une petite gestion, mais ce n'est pas vraiment quelque chose de compliqué à faire. Ça devient naturel. Puis, on peut facilement, généralement, combiner ça avec d'autres activités sans perdre de temps. Et si je ne me trompe pas, Jean-François, tu utilises aussi souvent des recharges qui sont gratuites, donc fournies, exemple, par l'hôtel ou par le restaurant. Oui, ben en fait, il y a beaucoup de situations comme ça où on peut bénéficier de recharges gratuites. Il y a des restaurants, il y a des hôtels et des bornes un petit peu partout. Il existe des applications pour aller vérifier les bornes qui sont gratuites. Donc, quand on peut s'arrêter à un endroit pour une certaine période de temps et bénéficier d'une borne gratuite, bien évidemment, c'est de l'argent en banque et puis il faut en profiter. Merci. Michel et Lou, vous, votre autonomie de votre véhicule est à combien? Puis comment vous faites quand vous voulez partir en plein air là, ou en voyage? C'est quoi votre stratégie? Mais je l'ai déjà un peu présenté dans notre introduction. C'est que un peu exactement comme Jean-François le dit, c'est on planifie nos trajets en conséquence. Puis souvent, quand on s'arrêtait, c'était justement pour se nourrir, pour se dégourdir les jambes, parce que maintenant, ça fait 3 heures qu'on est dans le véhicule, ça fait du bien de marcher un petit peu, pour visiter une ville. Donc, pendant nos voyages, ça allait super bien. Je vais laisser Michel sortir plus les chiffres et préciser plus le volet plein air, mais pas un enjeu. Ouais, dans le fond, la Bolt est affichée à 383 km d'autonomie. Bien sûr, ça dépend qui conduit, comme Lou le dit, mais au final, c'est toujours au moins suffisant pour toutes les bornes de recharge là, qui sont à une distance très, très bien répartie au Québec. Des exemples, l'hiver dernier, c'était tout nouveau. En fait, ça faisait moins d'1 mois qu'on avait le véhicule à peu près, puis on a décidé de la tester. Ben, on étant moi, là, je suis parti dans la Gaspésie faire du ski, puis on le fait d'une traite, le voyage. Donc, on s'est dit, on va le tester, mais on va le tester pour vrai. Hein. Donc, il y avait des appréhensions. Mes partenaires de ski me regardaient d'un drôle de regard. Finalement, ça s'est tout bien passé. Hein. Les 3 compasses avec tout l'équipement de ski se sont rendus, puis ça nous a pris 2 heures de plus que si on avait fait avec un véhicule à essence. 2 heures qu'on a utilisées, entre autres, pour manger, puis faire des choses qu'on ferait normalement avant le voyage. Mes partenaires avaient été à l'épicerie avant. Moi, je l'ai fait pendant mes recharges. Au final, on a tout récupéré ce temps-là. Ça se fait très, très bien. Puis, ça a rendu l'expérience super agréable sur là-bas, après ça, on apprécie encore plus. Là, le véhicule chauffe plus rapidement quand on est l'hiver. Quand on part de la maison, on est déjà plein. On n'a pas besoin de faire un détour à la station. Il y a plein de choses super intéressantes qui sont avantageuses là, dans ces conduites-là. Puis le réseau il est non seulement bien établi, mais il ne faut pas négliger le fait que ça coûte tellement moins cher. On s'en rend plus compte dans les longs trajets. La Côte-Nord, aller-retour de Sherbrooke, incluant beaucoup d'haltes, même un des barrages maniques, ça nous a coûté 105 $ en énergie au total. Considérant qu'on n'a pas eu les recharges gratuites de notre côté. On n'a pas eu de recharge gratuite, exactement. Fait que ça, on trouve que, surtout les longs trajets, c'est là qu'on remarque à quel point c'est économique aussi au niveau financier. Je ne sais pas s'il y avait un mythe sur ce point-là, mais je voulais l'amener. Super, merci beaucoup. Marie-Ève, quant à toi, quelle est l'autonomie de ta voiture? Puis, qu'est-ce que tu fais si tu veux partir en voyage avec toute la marmaille? Là? Quelle est votre stratégie? 200 km pour l'autonomie de la e-Golf. Comme je disais en entrée de jeu, 95 de nos déplacements, on va les faire avec le véhicule électrique. Toutefois, quand on décide de faire un petit road trip, on décide de partir en vacances avec les enfants, bien là, on a une stratégie différente. La dernière fois qu'on qu'on a fait ça cet été, nos vacances familiales, on a loué un motorisé. Donc, de toute façon, on ne prenait pas un véhicule, on a loué un autre véhicule, puis on est parti faire un road trip avec les enfants. Fait que d'emblée, on n'avait pas de véhicule, mais la fois précédente où on est parti en vacances, on partait avec 4 enfants, une de plus que de la famille. Donc, ça ne rentrait pas de toute façon dans ni un de nos véhicules, ni la e-Golf, ni la Sportwagon. Donc, on fait des switches de véhicules avec des amis. Donc, on a pris une minivan à quelqu'un et on a prêté notre véhicule en échange. Donc, nous, on s'organise comme ça. On n'a pas justifié, dans le fond, l'achat d'un gros véhicule juste pour de temps en temps, pour répondre à un besoin de voyage une fois par année. Donc, on fait des switches de véhicules, on s'organise comme ça. Puis, on a vraiment voulu diminuer la grosseur des véhicules pour cette raison-là, parce qu'on voulait diminuer l'impact aussi des véhicules qu'on avait. Donc, pour les exceptions, on les gère à la pièce au lieu d'avoir une grosse voiture 52 semaines par année dans la cour. Donc, c'est notre stratégie comme ça. La majorité en électrique, puis de temps en temps avec un véhicule à essence. Super, merci beaucoup. Puis ici aussi, on voit un graphique, là, en fait, de l'utilisation normale, entre guillemets, de la voiture. C'est sûr que
Comme Marie-Ève dit, on peut l'utiliser là, pour des grands voyages, mais si votre utilisation normale de votre voiture, c'est pour des déplacements quotidiens, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir une autonomie qui est immense. Lorsque vous avez le grand voyage annuel à faire, vous pouvez louer une voiture ou l'emprunter à quelqu'un d'autre, faire des échanges de voitures. Donc, il y a d'autres possibilités. Puis, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais il y a certains outils qui peuvent vous permettre de calculer, en fait, quelle serait l'autonomie que vous auriez besoin pour votre voiture. Ensuite, troisième mythe qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, c'est qu'en Estrie, bien, plusieurs personnes ont un chalet, un terrain de chasse, une érablière, puis ont nécessairement besoin de transporter des charges dans une remorque, que ce soit les barils de sirop d'érable, le VTT, le bateau, des choses comme ça. Donc, les véhicules électriques, bien, ils ne sont pas assez puissants pour tirer des lourdes charges. Alors, Stéphane, est-ce que ça, c'est un vrai mythe ou c'est faux, encore une fois? Ben, j'aurais tendance à dire que c'est faux parce qu'on le voit avec Jean-François, là, puis tout ce qu'il remorque avec son véhicule. C'est sûr, quand Jean-François il a acheté son véhicule, moi, il laissait d'en parler. Il y avait juste le modèle X qui pouvait remorquer officiellement dans le manuel du propriétaire. Maintenant, il y a différents modèles là, qui s'en viennent sur le marché. Il y a le modèle Y aussi chez Tesla qui a une capacité de remorquage. Là, on parle toujours de capacité de remorquage officielle au niveau du manuel. Si, comme n'importe quel véhicule à essence, que vous prenez une Honda Civic ou une Elantra chez Hyundai, on peut toutes les nommer, quand vous allez dans le manuel du propriétaire, c'est toujours écrit 0 comme capacité de remorquage parce que les véhicules, les compagnies ne veulent pas les faire nécessairement homologuer parce qu'ils veulent continuer à vendre du VUS, puis des 4x4, puis des pick-up, puis tout ça. C'est quand même le gros de leur marché. Donc, ils n'ont pas avantage là, à ce que leur petit véhicule ait une capacité officielle de remorquage. Petite parenthèse, moi, j'avais acheté en 2001 une Hyundai Elantra qui avait une capacité officielle au manuel, 2000 livres de remorquage. Fait que je traînais ma tente roulotte. La génération d'Elantra suivante, qui était supposée d'être meilleure, plus rigide, plus puissante, plus tout, était rendue à 0. Là, c'est une question d'homologation. Moi, personnellement, avec ma Bolt, je traîne une petite remorque pour aller chercher mes 2x4, mes choses comme ça, là, sans problème. Les véhicules sont très, très puissants, sont hyper rigides. Là, c'est une question d'homologation, excusez. Mais dans l'avenir, il y a beaucoup de petits VUS qui s'en viennent chez plusieurs manufacturiers, puis ils vont tous avoir des très, très grosses capacités de remorquage par rapport à l'équivalent essence. C'est à suivre, là, c'est très intéressant. Super, merci beaucoup. Puis Jean-François, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton véhicule et de sa performance, en fait? Oui, ben en fait, le Tesla Model X, quand je l'ai acheté à l'époque, comme Stéphane dit, c'était le seul véhicule qui avait une capacité de remorquage officielle. La capacité officielle, c'est 5000 livres. On va dire qu'il y a à peu près 5000 livres là-dessus, sur la remorque que vous voyez à l'écran. Mais comptez pas trop en détail. Par contre, la limitation est beaucoup plus du côté du châssis du véhicule que du côté de la puissance du véhicule. Je vous explique mon véhicule précédent avec lequel je remorquais, j'avais un GMC Sierra 2500 HD diesel Duramax. Donc, c'est un gros pick-up. Et j'ai remplacé ce gros pick-up-là diesel par le véhicule électrique. Et évidemment, le pick-up, le châssis est fait pour remorquer beaucoup plus de poids, autour de 15 000 livres, mais mon Model X est beaucoup plus puissant, a beaucoup plus de torque et beaucoup plus de chevaux vapeur que mon pick-up diesel en avait. Et il ne faut pas oublier qu'avec un véhicule électrique, le torque, 100% du torque, ce qui est important pour remorquer, est disponible à 0 tour minute, là, à 0 RPM qu'on dit. Tandis qu'un véhicule à essence ou un véhicule diesel, votre moteur doit tourner un certain régime pour avoir la puissance disponible. Donc, c'est ça qui fait une grosse différence. Alors, moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Évidemment, le Cybertruck, lui, va régler un peu tous ces problèmes-là parce que lui, il va avoir une capacité officielle beaucoup plus élevée, justement autour de 15 000 livres. Et il va avoir là, une puissance. La puissance va être un peu meilleure que le mien, mais pas beaucoup parce que la puissance est déjà là. Même une Chevrolet Bolt, les caractéristiques du moteur d'une Chevrolet Bolt font qu'elle est plus puissante qu'un petit pick-up comme un Ford Ranger ou quelque chose comme ça. Là. Donc, il ne faut pas perdre ça de vue. Là. La puissance électrique, c'est dur à battre. Il n'y a aucun moteur à essence qui peut arriver avec ça. Là. Parfait, merci beaucoup. Diesel. Michel, on parlait tout à l'heure que tu avais certains amis qui avaient fait installer finalement une boule là, pour avoir une remorque. Est-ce
Est-ce que tu veux m'en dire davantage? Ben oui, en fait, on en croise. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait eux-mêmes, mais sinon, dans les stationnements là, de plein air, on voit de plus en plus de boules pour traîner des remorques ou des supports à vélo, tout ça. C'est aussi adapté que pour une voiture à essence. Là. Il n'y a aucun enjeu là-dessus. Je pense que ça se fait, comme on dit, je pense que ça a été mentionné par Stéphane et Jean-François, c'est ne serait-ce que plus agréable de le faire avec un véhicule électrique parce que c'est direct, il n'y a pas autant de jeu entre la voiture et la remorque. Donc, ça se passe très, très bien. Une amie qui est récemment en fait installée sur sa Tesla Model 3, qui n'est pas supposée, je pense, officiellement, mais en fait, installer la remorque pour tirer leur bateau, leur voilier. Donc, ça donne une idée. Là. Il n'y a pas de restriction officielle. Le moteur est amplement puissant pour le prendre. Donc, c'est pas parce que c'est non recommandé que c'est interdit. Au même titre que sur plusieurs véhicules à essence, c'est sûr qu'on ne vous en fait pas la promotion nécessairement en ce moment, là, mais bref, des choses sont possibles d'être. Il est possible de faire certaines choses comme traîner justement des remorques avec un véhicule électrique. Notre quatrième mythe, c'est, en fait, on en a déjà abordé un petit peu là, par-ci, par-là depuis le début du webinaire, mais c'est qu'en Estrie, la population, elle n'est pas si riche que ça. On n'est pas comme à Montréal avec des gros salaires. Donc, les véhicules électriques sont trop chers à l'achat et ne sont pas rentables. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus, Stéphane? Bien, premièrement, le mythe que la population en Estrie n'est pas si riche que ça. La quantité de VUS qu'on voit sur les routes, j'en doute, mais bon, on va tabler sur le sujet. Véhicule électrique trop cher, bon, ça dépend toujours là, du kilométrage. Si on regarde juste la rentabilité fiscale là, au niveau de votre portefeuille, c'est en lien direct avec votre kilométrage annuel. Ça peut être vrai pour quelqu'un qui ne roule pas beaucoup, mais par contre, il y a beaucoup de véhicules usagés là, à des prix fort intéressants qui peuvent répondre à plusieurs besoins. Quelqu'un qui fait 10 000 km par année, je ne pense pas qu'il a besoin d'un véhicule à 400 km d'autonomie parce qu'il ne doit pas faire des grands déplacements là, quotidiennement et les fins de semaine. À 20 000 km par année, là, vous pouvez facilement avoir, exemple, une Hyundai Ioniq. J'ai fait un calcul là, rapidement là, cette semaine, bon, Marie-Josée nous l'affiche. Dans le fond, là, après 49 mois, c'est moins cher rouler avec une Ioniq que rouler avec une Civic. Puis ça, c'est les prix qu'il y a sur les sites Internet présentement, les prix de détail. J'ai mis l'essence à 1,20 $ parce qu'on sait très bien que l'essence à 1 $, ça ne durera pas. Et puis, l'électricité là, au prix d'aujourd'hui, puis ça n'a pas été annualisé, ce n'est pas un grand calcul, mais c'est rien que pour vous dire que si vous faites votre propre calcul, vous allez rapidement vous rendre compte que malgré un prix d'achat dans les 40 quelques mille dollars, il ne faut pas oublier qu'on a 13 000 $ de subvention sur ces véhicules-là. Ça ramène le prix quand même là, très intéressant. Puis on voit là, après 5 ans, là, une Ioniq versus une Civic, on parle d'à peu près 1 800 $ d'économie. Après 6 ans, 3 700. Après 8 ans, là, on n'est pas loin du 5 000 $. Donc, puis on parle pour 20 000 km par année. Quelqu'un qui roule 25 30 000 km, c'est juste plus d'économie. Donc, il faut vraiment faire le calcul, choisir le bon véhicule en fonction de nos besoins. Puis, d'après moi, là, l'équilibre est autour du 4-5 ans, là, tout le temps. Super, merci. Dans un document en fait, que je vais vous présenter tout à l'heure, on voit aussi, ça c'est un tableau qui parle un peu des économies justement pour rouler électrique. Donc oui, les coûts sont plus chers à l'achat, mais au final, ça se rentabilise assez rapidement. Puis en plus de ça, il y a les subventions. Comme on connaît là, au Québec, on a jusqu'à 13 000 $ de subventions qui sont disponibles. Alors, je sais que certains de nos panélistes ont fait un peu le calcul. Michel, je sais que tu avais des doutes justement par rapport à ça au départ. Est-ce que tu avais... quelle a été ta conclusion? Je vais juste introduire vite, mais je me sens bien concernée parce que Stéphane a dit, on a acheté la Bolt en décembre dernier, puis on a calculé qu'on a roulé, on a regardé, puis on a calculé qu'on a roulé 35 000 km. Donc, nous, on est pressé de rentabiliser. Pas de temps à perdre. Puis, on l'a acheté usagé. Fait que déjà là, à la base, c'était vraiment abordable pour nous. Puis, pour ce qui reste des chiffres, je lance la balle à Michel, qui est de loin le spécialiste de nous deux. Bien, en fait, il y aurait beaucoup à dire. Là. Je dirais juste, je pense que Stéphane a fait un bon portrait. Il existe différents types de véhicules. Puis, moi, j'encourage vraiment les gens à aller en louer une ou demander d'en laisser une à quelqu'un qui te connaisse qui en a une parce que
rapidement, dans les premiers jours d'une utilisation quotidienne, on réalise qu'on déconstruit ces mythes-là d'avoir peur de la distance, de savoir réellement ce qu'on utilise dans notre année. Puis ça va vraiment vous indiquer plus clairement ce qui existe sur le marché qui répond à vos besoins. La voiture électrique qui coûte cher, ça c'est souvent, je pense, une approche quand on compare directement avec une voiture à essence, sans parler du fait que l'électricité est vraiment moins chère, sans parler du fait qu'elle ne fluctue pas, ce prix-là fluctue très, très peu. Qu'on ne fait pas d'entretien ou à peu près pas, les assurances sont moins chères, on passe sur les ponts gratuitement, les traversiers, il y a plein d'incitatifs directs à l'utilisation qui font que finalement le coût de cette voiture-là, ce n'est pas le coût qu'on voit affiché à l'achat initial. Il faut le voir, à moins que vous soyez de ces personnes qui changent de voiture à chaque année. C'est pas gentil. Mais sinon, autrement, là, vous allez rentabiliser dans les premières années de votre utilisation. Puis moi, je trouve ça toujours amusant de voir des personnes qui se payent des voitures à essence dans les mêmes horizons de prix, puis finalement, trouvent que la voiture a l'air très, très chère parce qu'on parle souvent des modèles de luxe et non des modèles les plus terre à terre. Donc, il y a plein d'alternatives. Oui, puis je rebondis rapidement sur ce que Michel a dit, mais pour info, petite parenthèse, la méga majorité des assurances automobiles, ce n'est pas toutes, ont une prime roulée vert, où il y a toujours un nom différent, là, mais il y a une économie qu'on fait directement au niveau des assurances, c'est significatif. Puis, encore une fois, sur ce que Michel a dit, j'invite vraiment fortement à louer un véhicule ou d'essayer un. Nous, on a loué pour une semaine, puis durant cette semaine-là, la compagnie de location est extraordinaire. Là. Je ne sais pas si on peut la nommer. Je ne le ferai pas. Tu me diras oui si on peut. Mais durant cette semaine-là, on a essayé 3 ou 4 véhicules. On a essayé assurément la Spark. On a essayé la Inev Mitsubishi. On a essayé la Leaf, bien sûr. En tout cas, on a même essayé un petit tour de Tesla pour le fun, même si c'était moins dans nos intérêts. Mais ça nous a vraiment vendu à l'électrique. On a fait, on aime l'électrique. À ce temps, on va trouver celui qui va nous convenir le plus. Super, merci beaucoup. Marie-Ève, toi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce niveau-là? Nous, on n'a jamais voulu, je l'ai dit un peu tantôt, là, on n'a jamais voulu accorder une grande portion de notre budget familial à une voiture ou à se déplacer. On y va vraiment avec, on comble nos besoins, mais on n'a jamais possédé neuf, sauf pour la e-Golf, c'est notre premier véhicule neuf en 24 ans. On n'a pas voulu avant ça, mais là, bon, avec la e-Golf, avec la situation que j'ai dit tout à l'heure, avec la compensation financière, nous, qui nous était offerte à cause de l'ancien véhicule qui était touché par le Dieselgate, nous, on a dit, OK, on se lance dans le neuf, mais on le garde vraiment longtemps. De toute façon, on a l'habitude de garder nos véhicules très, très longtemps, jusqu'à la fin de vie complètement. Et puis, fait que nous, c'est sûr que ça fait partie de l'équation. On veut vraiment être économe sur cette portion de budget-là. On a fait nos calculs, puis ça va être rentable très rapidement. Nous, on a compté qu'à partir de l'année prochaine, notre véhicule, il est fini de payer, puis on va rentabiliser tous nos déplacements, puis ça va vraiment être économe pour nous, en tout cas. Parfait, merci beaucoup. Là, je vois le temps avancer, donc je vais passer tout de suite au prochain mythe, puis ça va répondre en même temps à plusieurs questions qui étaient dans la barre de chat. En fait, le mythe est comme quoi, en Estrie, la population est très sensibilisée aux enjeux environnementaux. Je pense que c'est de plus en plus vrai aussi pour l'ensemble de la population au Québec, mais il y a quand même une préoccupation au niveau de savoir si effectivement les voitures électriques, est-ce qu'elles sont vraiment plus écologiques qu'une voiture à essence? On sait qu'elles polluent plus lors de la construction, il y a des enjeux au niveau de l'extraction des ressources, il y a des enjeux au niveau de la durée de vie de la batterie. Donc, qu'en est-il réellement, Stéphane? On va essayer d'accélérer un peu. Bien, effectivement, il y a une chose qui est vraie, c'est que la voiture électrique, lors de sa production à la naissance, a produit plus de gaz à effet de serre qu'une voiture à essence. Ça, c'est à la naissance. Il ne faut pas oublier qu'il faut la rouler, l'auto, par après, puis c'est là que l'auto électrique a un gain. Puis la portion fabrication d'une auto versus sur toute sa durée de vie, la petite portion de CO2 qu'on produit là, c'est minime là, par rapport à toute l'utilisation. Donc, au niveau de la voiture électrique, au niveau de la voiture à essence, on parle d'à peu près 7 tonnes pour fabriquer. Là, le graphique, malheureusement, n'est pas très clair, mais peut-être la page suivante, Marie-Josée, on voit un peu mieux au Québec, là, ici. Bon, ben, on voit la partie noire, là, c'est le CO2 causé par la fabrication. Une auto électrique, on parle d'à peu près 9 tonnes pour la voiture et le moteur électrique versus 7 tonnes pour l'auto à essence. Mais on parle d'un 5 tonnes additionnel de CO2 pour la batterie, pour la production de la batterie. Donc, on est autour du 14-15 versus 7. Par contre, après, au Québec,
On ne pollue pratiquement plus à cause de notre hydroélectricité. Dans le graphique ici, ça avait été mis à pratiquement 0. Là, on ne le voit pas, mais il y a une petite barre, là, elle est tout petite, versus si on voit la diapo suivante. Si vous prenez, exemple, une Honda Civic, là, qui est la 6e ligne à peu près, regardez, là, au bout de sa vie utile, on va être autour de 80 tonnes de CO2. Donc, notre production additionnelle à l'extraction des minerais va être compensée là, versus l'usage. Il y avait une question que j'avais vue tantôt dans les questions-répondre. On va répondre tout de suite. La batterie, quand elle est plus bonne pour une auto, là, elle est bonne pour une deuxième vie, pour des batteries stationnaires. C'est là qu'ils vont s'en aller, les batteries, qui vont peut-être durer 10, 20 ans, parce que là, ce n'est plus le même échange d'électrons. Là, on n'a plus besoin d'un échange d'électrons très rapide pour des batteries stationnaires. Exemple, Mégantic, là, sont en train, à Lac Mégantic, le micro-réseau, il va y avoir beaucoup de batteries stationnaires. Ce n'est pas de la batterie de deuxième génération, mais ça, c'est où vont aller les batteries après l'usage dans l'auto. Il y a une deuxième vie là, à ces batteries-là, avant le recyclage. Puis le recyclage, là, au Québec, on est en avance sur tout le monde. On a des procédés là, qui se développent. La batterie va être recyclable. On est rendu, je pense, à 95 % déjà. Et le sous-produit du recyclage retourne dans des batteries. Donc, on est rendu en économie circulaire. La qualité du lithium, quand ils recyclent les batteries, va pouvoir refaire des batteries avec et non un autre produit qui va s'en aller, dans le fond, là, au site d'enfouissement éventuellement. Le minerai est récupérable là, et peut tourner là, pendant plusieurs cycles comme ça. Parfait, merci beaucoup. Marie-Ève, toi, je sais que dans le cadre de ton emploi aussi chez Cascade, vous avez fait un peu cette analyse-là pour voir à quel point c'est écologique, cette technologie, ces voitures électriques-là pour l'implantation justement de votre programme dans vos différentes usines. Puis il y a juste un point que j'amènerais ici, c'est les mythes sont basés sur des croyances populaires. Hein. C'est toujours important de se référer aux documents scientifiques qui existent. Il y en a tout plein qui existent par rapport à l'électrification des transports. Fait que j'inviterais les gens à vraiment être prudents puis à lire les bonnes choses endossées par les bonnes personnes. Dans ce cas-là, nous, en lançant un programme d'électrification des transports, on est implanté Cascade en Amérique du Nord. On a 90 unités en Amérique du Nord et donc on est présent dans différentes provinces canadiennes, différents États américains et on s'est questionné à savoir, bon, la qualité de l'électricité qui est produite dans ces différents endroits-là, il faut que ça soit conséquent aussi avec la mise en place d'un programme d'électrification. Donc, on s'est référé au CIREG, à la Polytechnique, pour savoir un peu c'est quoi le point chaud à respecter dans le grammage de CO2 produit pour chaque kilowattheure produit. Et il existe un point chaud à ne pas dépasser. Donc, il y a certains États américains où est-ce qu'on ne va pas déployer un programme d'électrification des transports parce que l'électricité, elle est produite de façon trop sale pour qu'il y ait des gains environnementaux. C'est le cas aussi, on l'a vu tantôt dans le graphique qu'on présentait avec l'Alberta. L'Alberta, l'électricité est produite de façon trop sale. Donc, déployer un programme d'électrification des transports, là, fait moins de sens. Je ne dis pas qu'il ne fait pas de sens, mais fait moins de sens. En tout cas, nous, comme corporation, là, on paye quand même des bornes de recharge électrique, on paye un incitatif pour que les employés puissent rouler électrique. Donc, vraiment, on a calculé ça, puis on était allé vraiment se référer, comme je disais, avec des scientifiques pour qu'ils nous disent c'est quoi ce point chaud-là qui existe. Donc, il existe un paquet de documentation. Puis, la plupart des endroits en Amérique du Nord, ça va être quand même profitable d'un point de vue environnemental de rouler électrique. Donc, voilà. Parfait, merci beaucoup. Michel, tu avais des doutes, toi aussi? Michel et Lou, là, je m'excuse, je m'adresse toujours à Michel, mais je m'adresse aux deux en même temps. Vous avez des doutes au niveau de la rentabilité, si on veut, écologique de cette voiture-là? Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? En fait, je pense que Marie-Ève l'a très bien expliqué. On a fait le même genre de processus parce qu'au début, on se disait, on sait idéologiquement qu'on veut changer pour la voiture électrique, mais est-ce que c'est vraiment le bon geste pour l'environnement? On s'est questionné, est-ce qu'il y a des impacts plus grands finalement ailleurs qu'on ne sait pas? On a lu cette documentation-là, on a fait des calculs avec les chiffres, notamment les chiffres officiels de l'EPA américaine pour voir même dans les pires états. Puis finalement, notre constat, nous autres, c'était que considérant l'efficacité, l'efficience des moteurs électriques, même dans les pires scénarios, la plupart du temps, pour un usager, là, je comprends la distinction avec une flotte de véhicules industriels, mais pour un usager, généralement, c'est toujours bénéfique. Mais je dirais, j'ajouterais peut-être de quoi qui bonifie cette idée-là, c'est l'électricité, c'est un des seuls fuels, si on veut, qui va devenir de plus en plus vert.
à travers les années, contrairement à l'extraction du pétrole où il est de plus en plus difficile à aller chercher, de plus en plus polluante à produire. Donc, c'est une voiture qui, en plus de se rentabiliser, comme on l'expliquait tantôt au niveau du bilan environnemental, bien, elle se bonifie à travers la grille électrique qui s'améliore avec les énergies renouvelables, avec l'hydroélectricité qui se répand un peu partout, les panneaux solaires qui s'en viennent, l'éolien, ne serait-ce que juste de partir de la combustion du charbon. Donc, le bilan environnemental est très positif. Oui, je seconde entièrement ce que Marie-Ève a dit, c'est faites attention aux sources de ce que vous regardez. Il y a tellement, puis ça j'ose le dire, là, il y a tellement de reportages qui sont faits alarmistes puis qui ne sont pas faits pour établir les faits. Ils sont faits pour être anti-voitures électriques. Puis ça, je trouve ça très fâchant parce qu'ils ne sont pas neutres dans leur approche. Il y a notamment la question des terres rares, que j'aurais peut-être aimé que Stéphane dise quelques chiffres là-dessus. Ou comme... Je sais que c'est un sujet qui est difficile à synthétiser, mais je pense que c'est ce qui fait qu'il y a un très gros mythe sur la pollution, c'est qu'ils pensent que... j'ai pas envie d'aller dans les détails, mais ils pensent que c'est terrible alors que les voitures électriques en ont presque plus, si c'est plus du tout, à part le lithium. Bref, Stéphane, je te lance la balle. Je sais que c'est improvisé, mais s'il te plaît, démystifie ce sujet. Il n'y a pas de problème. On la reprend au bon. Effectivement, le sujet de l'environnement pourrait faire l'objet d'un webinaire d'1 heure là, facilement. Là. Mais il y a plus de terres rares. Bon, premièrement, là, on va revenir à nos cours de chimie du secondaire. Là. Les terres rares dans le tableau périodique, là, ça s'appelle des terres rares parce que ça a été découvert plus tard que les autres éléments du tableau périodique. Ce n'est pas parce que c'est rare sur la planète, il y en a. C'est des minerais qui sont présents. Dans l'auto électrique, il y a moins de terres rares que dans l'auto à essence. Tout ce qui est convertisseur catalytique au niveau premièrement, des usines qui font de l'essence, qui est tous les évaporateurs puis tout ça, les convertisseurs catalytiques dans vos autos à essence contiennent des terres rares pour justement transformer là, les produits d'échappement là, pour un peu les décontaminer. L'auto électrique n'a pas de terres rares, sauf peut-être les moteurs de vitre électrique, parce qu'on en retrouve dans ces petits moteurs-là. Mais c'est grosso modo, il n'y a rien dans la batterie, il n'y a rien dans le moteur électrique là, qui contient des terres rares. C'est des éléments qui sont de plus en plus... les batteries s'en vont avec de moins en moins de cobalt aussi. Là, on voit souvent le cobalt revenir. C'est important, là, comme Lou a dit, de vraiment là, faire attention à ce qui est juste véhiculé. Puis en passant, pas que je veux faire la promotion, mais si vous allez sur le site de l'AVEC, il y a un événement jeudi de la semaine prochaine qui est le film À contresens. Vous pouvez acheter des billets. Et puis ce film-là, je ne l'ai pas vu, mais c'est justement un groupe de personnes qui ont pris toutes ces informations-là puis qui les ont étudiées une par une. Puis il semblerait là, que les conclusions sont très intéressantes. Donc, je vous invite là, à participer à cet événement-là. On est chanceux là, d'avoir ça, là, cette diffusion-là. Merci beaucoup, Stéphane, pour cet éclaircissement. Moi, en tant que chargée de projet au Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que, oui, on fait un webinaire en ce moment sur les véhicules électriques, mais ce n'est pas la solution par excellence. C'est sûr que la voiture électrique, c'est plus polluant que la marche, que le vélo. Puis il faut avoir dans notre cocktail, finalement, de transport, il faut avoir d'autres moyens de transport également que la voiture en solo. Surtout le VUS en solo, là, au niveau du graphique, vous voyez que c'est le plus polluant. Ensuite, c'est le covoiturage, la voiture en solo, pardon, le covoiturage, l'avion. Bref, on décline tous les moyens de transport du plus polluant au moins polluant. Donc, je vous encourage à marcher et à prendre votre vélo plutôt que la voiture lorsque c'est possible. Mais quand vous êtes obligé d'avoir une voiture, optons pour l'électrique. C'est effectivement environnementalement un choix qui est plus sage. Là, je vois le temps qui s'écoule. On a déjà presque passé à travers le moment de notre webinaire. Je veux quand même aborder ce petit mythe, puis on débordera de 5-6 minutes peut-être du webinaire, si vous me le permettez, puisqu'en Estrie, il y a plusieurs personnes qui résident dans les immeubles locatifs. Puis il y a plusieurs personnes qui me disent, bien, comme je suis locataire, je ne peux pas installer de borne, donc je ne peux pas avoir de véhicule électrique. Alors, je vais renvoyer tout de suite la balle à Michel et Lou, puisque eux vivent en logement, pour nous raconter un peu comment ils ont fait pour pouvoir avoir un véhicule électrique, même en étant en logement. On est la meilleure propriétaire au monde. Je vais rapidement le dire. Dans le fond, on a pris le logement, mais on dit on va avoir une voiture électrique, puis on a une borne de niveau 2 quand même vraiment proche au coin de la rue. Fait qu'on s'est dit, si on ne peut pas se brancher chez nous, c'est pas la fin du monde. Mais finalement,
tout cas, son gendre est électricien, puis elle a dit, pas de problème, je vais vous faire installer ça. Puis on a une borne, pas une borne, mais excusez-moi, une prise niveau 2, fait qu'on peut brancher notre borne personnelle dessus. C'est ça. Donc, la propriétaire vous a installé la prise, mais vous avez vous-même acheté votre borne. Oui, exact. C'est ça, on a une borne portable, dans le fond. C'est une bonne alternative pour les gens qui vivent en appartement, surtout si vous pensez pas rester là super longtemps. Vous amenez la borne avec vous, donc vous la payez une fois, pas à chaque appartement que vous allez. Puis l'installation de la fiche 240 volts, c'est pas très dispendieux, surtout que les incitatifs là, que les villes et le provincial offrent. Donc, il y a beaucoup d'alternatives pour vivre en appartement et avoir une voiture électrique. Puis j'ajouterais, même si ce n'est pas idéal de vivre sur le 110 volts l'hiver avec une voiture électrique, si vous vous déplacez quelques fois dans la semaine et que votre voiture est généralement stationnée, par exemple dans une pandémie, ça se fait très, très bien. Il n'y a pas de problème. Puis, les villes en Estrie ont pratiquement tous des réseaux de bornes rapides et de niveau 2 là, facilement accessibles. Oui, exact. Il y a beaucoup de logements, en fait, qui ont des prises de 110 volts avec chaque stationnement là, par défaut. Fait que c'est parfait, même si tu ne fais pas juste quelques déplacements par semaine, même si tu voyages à tous les jours, mais pas loin parce que tu travailles en ville, c'est déjà fort acceptable. Je ne pense pas qu'il faut se limiter à cause de ça. Honnêtement, surtout depuis que de plus en plus plus ça se développe, plus les gens ont déjà leur borne ou leur prise chez eux. Donc, les bornes publiques sont de plus en plus libres, surtout les niveaux 2. Celle au coin de la rue, super honnêtement, ça fait 1 an qu'on est ici, j'ai jamais vu une personne branchée dessus. Fait que, dans les quartiers, surtout, là, les bornes sont souvent libres. J'ajouterais simplement qu'un argument que vous pouvez amener à vos propriétaires lorsque vous magasinez un appartement ou si vous êtes déjà sur place, c'est que justement, il existe des subventions, puis c'est un atout, un avantage ajouté à la maison, là, de le faire installer maintenant. C'est une valeur ajoutée à la maison, pardon. Puis nous, on avait été prêts à dire, bon, ben, on va faire la démarche avec vous pour que vous ayez la subvention, puis on se séparera ou on paiera la différence à la limite pour que vous l'installiez chez vous. Finalement, ce n'est pas très grand la différence qui reste. Là, donc. Puis sur cette glorieuse image, j'ajouterais qu'il existe aussi des bornes pour propriétaires qui sont payantes. Donc, un propriétaire peut dire, ben, j'installe une borne, mettons, une station avec 4 bornes dessus, puis les locataires arrivent avec leur carte de crédit, puis ils se rechargent à cet endroit-là. Donc, il y a plusieurs options aussi pour les propriétaires. Donc, ça ne devrait pas être un facteur limitant. Je comprends que ça le soit avec certaines personnes, mais non. Super, mais merci beaucoup de nous avoir éclairés à ce niveau-là. Là, moi, j'avais prévu une période de questions, mais je vous avouerais qu'on a pris certaines questions au fur et à mesure intégrées dans les mythes qu'on a présentés. Certaines autres questions ont été répondues directement dans la barre de chat et le temps s'écoule. En fait, on n'a déjà plus de temps pour le webinaire, donc je vais sauter la période. Mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez continuer à l'écrire dans la boîte de chat et j'inviterai mes panélistes là, à y répondre en même temps que je fais la clôture du webinaire. Donc, quelques dernières informations qui pourront vous intéresser. Sachez que vous pouvez courir la chance de gagner une location d'1 an d'une Chevrolet Bolt, qui est la gracieuseté de Lucie Chevrolet. Donc, dans le cadre de la campagne Roulant électrique, c'est offert à l'ensemble des gens qui veulent bien y participer. Donc, le concours va prendre fin le 31 décembre 2020. Donc, vous avez jusqu'à la fin de l'année pour le faire. Tout ça est accessible sur le site web de Roulant électrique. Alors, tentez votre chance. Aussi, je voulais vous partager certaines ressources qui sont disponibles finalement pour vous aider à démystifier certains mythes, à mieux comprendre comment fonctionnent les véhicules électriques, la recharge et tout. Tout d'abord, puis je vais le répéter tout à l'heure, mais le site web de Roulant électrique est une vraie mine d'informations au niveau. Il y a un beau guide qui a été construit, qui a été fait pour vous permettre de démystifier les mythes et de voir quels véhicules électriques sont disponibles sur le marché en ce moment. Il y a une foule de vidéos, des webinaires également qui sont disponibles en rediffusion ou en live, là, comme actuellement. Il y a également le site web de Transition énergétique Québec qui explique vraiment de long en large le programme Rouler vert, donc les différentes subventions qui sont disponibles au niveau du gouvernement du Québec. Il y a l'Association des véhicules électriques du Québec qui a aussi il y a plusieurs guides, il y a des statistiques, des blogs. Donc, il y a une foule de ressources que vous pouvez aller chercher sur le site de l'AVEQ. Puis, en même temps, en fait, que je parle, je vais inviter ma collègue Léonie à transférer là, certains de ces liens dans la boîte de chat. Donc, vous pourrez y accéder en cliquant là, sur les liens dans le chat. Vous pouvez aussi, comme Lou et Michel là, le suggéraient, essayer des véhicules électriques. Il y a des concessionnaires automobiles qui peuvent vous faire de la location à court terme ou à long terme. Il y a des plateformes aussi d'autopartage comme Turo
qui fait de la location à court terme. Maintenant, ils ont des véhicules électriques qui sont disponibles là, dépendamment des régions. Vous pouvez faire des échanges de voitures entre amis. Il y a l'AVEC aussi, je ne sais pas, peut-être pas en pandémie, là, mais qui offre des séances de jumelage. Donc, vous pouvez être jumelé avec quelqu'un qui a actuellement un véhicule électrique pour vous aider à y voir plus clair. Vous pouvez faire également des essais routiers dans le cadre de certains événements, là, comme notamment l'année passée, dans le cadre de Roulons électriques, on faisait des essais routiers. Là, en raison de la pandémie, on s'est recyclé en événements web, mais sachez que l'année prochaine, ce sera probablement possible encore. Finalement, pour explorer les réseaux de bornes de recharge, il y en a plusieurs. Il y a le circuit électrique, il y a le circuit Flow, il y a le circuit ChargePoint, le circuit Tesla. Donc, vous pouvez aller regarder un peu comment ça se déploie, tous ces réseaux. Il y a des plateformes spécialement conçues pour identifier les bornes également, où est-ce qu'elles sont sur le territoire. Donc, il y a ChargeHub, il y a PlugShare, il y en a d'autres. Je ne fais pas de la promotion là, pour un plus qu'un autre. Je fais juste vous éclairer en fait sur qu'est-ce qui est disponible. Il y a des plateformes pour vous aider à planifier vos déplacements. La plateforme A Better Route Planner, il y a Circuit électrique aussi qui l'offre. Il y a des documentaires qui sont super intéressants sur les véhicules électriques, notamment un documentaire qui a été fait par Découverte le 5 mai 2019, si je ne me trompe pas, qui était entièrement dédié aux véhicules électriques. Il y a le lancement aussi, l'avant-première du film À contresens jeudi prochain, comme Stéphane vous l'a mentionné. Sinon, il y a une foule d'études que vous pouvez aller lire au niveau de l'analyse de cycle de vie, notamment des véhicules électriques versus le véhicule à essence qui a été fait par le CIREG. Il y a aussi l'Institut du véhicule innovant qui a fait un guide récemment pour l'électrification de flottes de véhicules. Donc, si jamais vous êtes gestionnaire d'une entreprise, vous pourrez aller voir ça. Et finalement, il y a différents groupes sur Facebook là, sur les différents véhicules électriques que vous pouvez aller rejoindre et poser vos questions, puis en apprendre plus. Alors, il y a vraiment une foule d'informations. Je vous invite encore une fois à aller sur le site roulonsélectrique.ca et aller participer au concours, aller jeter un œil au guide sur les véhicules électriques, regarder le contenu interactif, inscrivez-vous à nos prochains événements. Nous, le CRE, c'est notre dernier événement web qu'on fait dans le cadre de cette campagne-là, mais on en fera probablement d'autres au courant de l'année prochaine. Mes homologues également dans les autres régions vont faire d'autres webinaires qui sont spécialement là, orientés vers leur population, mais c'est toutes des informations finalement qui sont pertinentes pour l'ensemble de la population québécoise. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez écrire à info@roulonsélectrique.ca. Et ici, vous pouvez voir là, quelques outils qui sont disponibles justement sur le site de Roulons électriques, notamment la brochure sur les véhicules électriques rechargeables. Donc, nous, on en a beaucoup en version papier aussi au CRE. Si jamais vous voulez en avoir en version papier, n'hésitez pas. Là, on en a malheureusement à cause de la pandémie, on en a beaucoup qu'on n'a pas pu distribuer. Donc, faites-nous signe, puis on pourra vous en donner. Et on vient tout juste, en fait, de créer deux capsules vidéo sur les véhicules électriques. Une spécialement sur plus les véhicules de la population estrienne. Donc, on avait justement Michel, Lou et Jean-François qui étaient en vedette là-dedans, en plus d'une troisième personne. Et on a également sorti tout récemment là, un vidéo sur les véhicules électriques qui sont par les entreprises. Donc, on a mis 3 entreprises en vedette lors de cette vidéo-là. Ils devraient sortir dans nos médias sociaux sous peu. Alors, je voulais en fait une dernière fois remercier vraiment chaleureusement nos 3 panélistes électromobilistes, nos partenaires également, Stéphane, puis monsieur le maire, monsieur Caillé. Donc, c'est vraiment grâce à vous en fait que ce webinaire-là a pu être diffusé, prendre vie et être si intéressant. Donc, merci Stéphane, merci Luc, merci Michel, Lou, Marie-Ève et Jean-François. C'est vraiment un grand plaisir de vous avoir eu aujourd'hui parmi nous. Merci également à l'ensemble des participants et participantes qui m'ont permis de déborder de quelques minutes de mon temps qui m'était alloué. Et finalement, je vous lance la question à vous, chers participants et participantes. Est-ce que vous oserez prendre le virage électrique prochainement? Alors, si vous êtes sur le point de le faire, n'hésitez pas à consulter les différentes ressources que je vous ai partagées ou que ma collègue plutôt vous a partagées. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas là, à demander auprès de votre entourage ou à aller solliciter les conseils de l'AVEC, des partenaires autour de vous. Donc voilà, je vous souhaite un bon virage vers l'électrification de votre véhicule.
Et je vous invite à consulter nos médias sociaux dans les prochaines semaines. On va avoir du beau matériel pour vous qui va sortir. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée à tous. Merci à tous. Merci. Et on a hâte de vous voir sur les routes. Bonne journée.